Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril. Salut Cyril. Salut. Cyril c'est toi notamment qui soumet de temps en temps des superbes pull requests Ou superbe, je sais pas, mais de temps en temps j'essaye, ouais. sur l'appli du studio Renegade qu'on fait ensemble à travers ces émissions. Aujourd'hui, je te proposais tout à l'heure, je ferais bien une émission un petit peu spéciale autour de que tu nous fasses un retour d'expérience parce que un profil qui est particulier dans le sens où ça fait très longtemps que tu fais du code iOS. Ouais. Vous n'avez pas vu du tout le fail de transition. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que tu es sur iOS, que tu développes? Ça fait un peu moins que ça quand même, ça fait, je dirais, 6-7 ans, un truc comme ça. 6-7 Euh, ans. mais ça fait un bout de temps quand même. J'ai commencé avec l'Objective-C, du coup, qui est très particulier au niveau syntaxe, notamment. Oui, Euh, voilà. Et on est puis d'accord. la gestion mémoire, tout ça, parce que c'est un peu étranger aujourd'hui, tout ça. Mais ouais, ça a commencé comme ça, Ouais. ouais. Donc ça fait un petit moment. Euh, que dire là-dessus? En fait, le développement iOS était très très spécifique parce que déjà, c'est arrivé, ils ont lancé la plateforme, on était donc comme sur un langage qui était très spécifique, hein, l'Objective-C. Oui. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de développeurs qui ont dû apprendre ce langage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de développeurs Mac non plus, c'était une niche. Et donc, à partir de zéro, ça a été assez compliqué, on va dire. Parce qu'en fait, c'est une syntaxe qui est un peu bizarre. C'est une évolution qui est partie du C. Ouais. Alors, il y a la version C++ qui est qui est une notation qui est assez commune avec des points, pour les appels de méthode et tout. Et tu as une notation après qui est l'Objective-C et qui est du coup très particulière avec des accolades et tout. Et c'était un gros frein enfin, au développement iOS au départ. Ouais. Je vais montrer un petit peu d'Objective-C, voir à quoi ça ressemble. C'est. Hop, dans l'application sur Renegade, on a l'App Delegate notamment. Bon, il n'y a pas énormément de code dedans, mais on voit déjà bien que effectivement l'Objective-C, c'est pas forcément quelque chose Ouais, de si on venait simple à d'un autre comprendre au langage, début. si on venait d'un autre langage, c'était pas évident de retrouver des références à autre chose. Enfin, Ouais, notamment ça cette, ressemble cette à pas grand notation. chose d'autre, quoi. Oui, notamment cette notation avec le type, espace, la propriété, et puis le tout zut, entre, pas les accolades, les autres. J'ai perdu le nom Entre français. crochets. Entre crochets, exactement. Oui, il y a des crochets partout en Ouais. fait en C'est Objective-C. ça, il y en a partout, partout, partout. Il y a ça, et puis après, il y a des concepts qui sont un peu particuliers, notamment les catégories de classes, ce genre de choses. Enfin, c'est assez spécifique. Ouais, Ça s'est arrangé au fur et à mesure du temps. Déjà, ils ont enlevé la gestion mémoire en se basant sur un compteur de référence, oui. ce qui a plus déplu à l'époque, mais ça a amené un peu de simplicité pour les nouveaux arrivants. Ah oui, c'est pas ce qu'ils avaient appelé Arc. Si, c'est ça, ouais. Ouais, Automatic Reference Counting. ouais, c'est ça. Donc voilà, qui va compter les références et qui place pour toi les, euh, les, les, les releases de mémoire. Alors, c'est une espèce. C'est un garbage collector ou c'est juste une forme de garbage collector? C'est une forme de garbage collector, si je dis pas de conneries. Il y en a il y en existe plein de sortes. Et il y en a notamment une qui fait du comptage de références. Quand tu crées une référence, il t'incrémente un compteur. Et Ouais, quand le compteur est à zéro, il te release ton objet. ouais, d'accord. Mais c'est vrai que l'Objective-C a quand même des particularités, même au-delà des crochets partout et des espaces pour faire une référence à une propriété ou à une méthode ou une fonction. Il y a aussi les noms des fonctions contiennent souvent le nom de la première variable. Oui, c'est ça. Ça c'est quand même Euh, très étrange. ouais.
Effectivement, mais on s'y fait vite. Donc les crochets partout, c'est le premier truc qui rebute. Ouais. Et après, oui, effectivement, c'est une des particularités, mais du coup, ça a tendance à nous faire une phrase en fait, et, Oui. euh, et c'est très explicite, je trouve. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est étrange le fait d'instancier une couleur en disant init with red. Alors Ouais, qu'en c'est fait, ça. c'est red, green, blue, enfin c'est RGB et alpha. Et du coup, Ouais, init with red, c'est assez étrange. c'est assez particulier, effectivement. Et si on regarde le langage Swift qui arrivait après, il garde cette logique-là. Oui. Ah bah attends. Après, on peut s'en passer plus ou moins, mais sur le principe, il garde le nommage des paramètres dans les appels de fonctions. Je vais trouver du Swift. D'ailleurs. T'aurais un projet Swift, toi? Euh, non, j'ai rien de beau à partager. Qu'est-ce que t'as sur... alors attends, c'est Euh, NT, tuc, tuc, c'est... tuc, tuc. Ouais, mais en Swift, j'ai que dalle. T'as que dalle? Il y a Echo. Ah ouais, bah ça c'est un vieux truc que j'avais fait pour Ouais, mais bidouiller avec Swift. Et je suis pas sûr que t'aies d'exemple de ça. juste un bout de code. Tu vois, c'est juste pour... Ouais, mais justement, c'est pas basé sur la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme lib, un truc bien connu? Je vais regarder vite fait. Ouais, effectivement, il n'y a pas Quelque trop chose. de, Ah ouais. de trucs auxquels se raccrocher. C'est quoi d'ailleurs Euh, ce truc Echo? Echo, en fait, c'était une petite lib que j'avais fait pour customiser les logs dans la console, en fait. D'accord. Il te permet de faire gérer plusieurs niveaux et puis de customiser à quoi ça va ressembler. Ouais. Voilà. Un petit truc qui permet de s'amuser avec le langage, de tester un peu les cas un peu particuliers et puis les nouvelles manières pour architecturer ton code. Ok. Enfin, du coup, Swift, ça a quand même été un mouvement qui a fait du bien à l'écosystème dans le sens où Ah oui. Objective-C était un peu dépassé, quoi. Salut Ouais, et Setpop et salut puis Delph. ça a eu beaucoup d'impact. D'un, parce que effectivement, c'est un langage qui est très moderne, Ouais. euh, qui est fortement typé, qui peut être fonctionnel. Euh, tout ce qui, tout ce qui qu'Objective-C n'est pas en fait. Oui. Un peu comme Kotlin fait avec Java. Ça redynamise un peu les choses et effectivement, ça fait du bien aux deux plateformes, je pense. Ouais. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait que ça soit open source, ça a été aussi quelque chose de plutôt pas mal parce que dans la communauté, il y a pas mal de développeurs qui ont pu participer à l'évolution du langage Ouais. et, euh, et c'est une bonne chose. Oui, et Un du peu coup, d'ouverture de la part d'Apple, ça fait du bien. ouais. Du coup, c'est vrai que maintenant on peut voir le code de Swift en fait. Exactement. On peut proposer des nouvelles fonctionnalités, Je sais pas on peut si l'on dit. discuter avec. Ouais, c'est slash Apple slash Swift, je suppose. Ouais, ils l'ont mis sur GitHub, effectivement. Où il y a effectivement toute la. Bah, a priori, tout le langage. Il y a tout le langage, il y a. Avec les compilateurs, j'imagine. Ouais, 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 il me semble. CMake, machin, etc. Ok. Voilà, ça a été un des gros plus de l'arrivée de Swift. Ouais. Son passage en open source, c'était vraiment bien. Voilà, alors après, ce qui est souvent complexe en langage natif, que ce soit sur iOS ou sur Android, à vrai dire, parce que j'ai un peu d'expérience aussi sur Android, Ouais. ça a été tout ce qui est architecture de l'application. Euh, c'est un peu le nerf de la guerre, en fait, même dans tous les langages, je suppose. Dès que tu vas faire grossir ton applicatif, avoir une architecture qui tient la route et qui est facilement débuggable et, euh, et évolutif, c'est assez compliqué. Et je dirais que de fait que ce soit un cas un peu isolé, la partie native, ça parle des communiqués qui sont assez limités. C'est assez complexe de trouver quelque chose qui peut bien marcher et on a beaucoup moins de partage d'expérience Ouais. comparé à ce qui peut se passer sur React Native du coup de maintenant. Avec le fait qu'on a une base JS, on peut parler avec des développeurs front web et avoir un partage d'expérience qui est beaucoup plus significatif et qui permet
euh, qui apporte un sacré plus au dev en fait. Oui. Et donc, oui, effectivement, tu t'es mis sur React Native il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Un Ouais, peu quelque chose comme plus. ça, ouais. Ouais, peut-être 2, 3 ans, je sais plus. Et alors, Ça passe tellement vite. quel regard tu portes sur React Native, justement, maintenant que bah, tu as 7 ans d'expérience en Objective-C et en Swift, et que t'as pas fait le saut, parce que tu continues à faire de l'Objective-C et du Swift, mais que tu t'es Ouais. diversifié au point d'aller sur du React Native. Qu'est-ce que tu penses de React Native par rapport au développement natif? Alors tu parlais d'architecture, du fait Ouais. que bah, du coup architecture une appli React c'est peut-être un peu plus, pas forcément simple, mais naturel que architecture une appli native iOS. Euh, Mhm. Qu'est-ce que tu penses par exemple du partage de code entre iOS et Android? Est-ce que enfin, vu de ton expérience, c'est quelque chose qui marche vraiment ou c'est juste au final, à partir du moment Non. que tu fais du React Native, tu arrives forcément à un point où tu vas devoir tout réimplémenter sur les deux plateformes? Je dirais que ça dépend du cas, mais dans grande partie, sur des applications qui sont assez simples, on peut se passer totalement d'aller dans du code natif. Ouais, Donc React Native, de ce côté-là, ça nous permet d'avoir un code qui est quasiment identique sur les deux plateformes. On a souvent des cas particuliers à traiter, mais je dirais que c'est assez à la marge. Euh, Par contre, des fois, on a des besoins spécifiques, des choses qui n'existent pas, et là, on est obligé de mettre les mains dans le code, ouais, et dans le code natif, du coup. Mais ça reste enfin, l'architecture de React Native est assez souple pour te permettre de créer ce que tu as besoin, oui. sans trop de problèmes. Enfin, ça dépend. Mais on peut arriver à s'en tirer assez facilement. Et le fait que ça soit open source aussi, c'est pareil, on a toujours la possibilité de se référer à quelque chose qui existe. On a une communauté aussi qui grossit de plus en plus, donc on arrive toujours à retrouver, même si c'est pas forcément documenté, tu peux aller carrément dans le code pour voir comment c'est fait. Oui. Oui, c'est l'avantage d'avoir un langage qui est pas entre guillemets natif, c'est-à-dire que Ouais, qui est open source surtout. En fait, tu peux effectivement voir comment est-ce qu'ils ont fait, même à travers la plateforme en elle-même, pour implémenter telle ou telle chose, quoi. c'est ça. Mm. Et puis si tu as besoin de faire évoluer les choses, tu peux toujours de faire des propals pour ajouter telle ou telle fonctionnalité. Oui, GPR. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour récupérer l'inset sur les Safe Review, par exemple. Ouais, C'est encore en cours de PR, mais voilà quoi, tu as toujours la possibilité de le faire. Ils ne sont pas forcément très très réactifs, mais tu peux quand même amener ta pierre à l'édifice. ouais, L'autre truc qui est super bien aussi, c'est devoir passer du JSON parce qu'en JS, ça se fait bien quoi. ouais. Ouais, au niveau Swift et Objective-C, c'est pas la même chose? Enfin, Bah, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. si tu peux le faire, mais tu vas vite avoir besoin de créer des types pour avoir quelque chose. Parce que comme le langage est fortement typé, Ah oui, t'es obligé de tu désérialiser peux, en fait, ouais, assez tu rapidement. peux te balader avec un dictionary, mais c'est compliqué quoi. Ouais, Et puis c'est pas très propre. oui, Ouais. T'es vite obligé de créer tes propres types derrière, donc du coup ça rajoute, enfin c'est plus compliqué quoi. C'est oui. un truc de plus à faire. Et du coup, ouais, tu disais que t'as quand même pas mal d'expérience au niveau Android aussi. Euh, Ouais. t'as essayé de jouer un peu justement avec Kotlin dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il me semble que Kotlin, non, j'ai pas du tout testé. il me semble que c'est Kotlin qu'ils ont réalisé pour faire de l'iOS et de l'Android, non? Ah non, c'est pas Bonne Flutter. question. Oh, je sais plus, je les confonds tous. Je crois pas, non. Kotlin, il me semble que c'est basé Android. Après, C'est tu as Android. toujours des projets un peu. Ouais, il y en a qui font du Swift sur Android, hein. Ouais, non, je pense que je confonds avec Flutter. Ouais, ça me parle aussi, ça. Parce que Flutter, c'est Google. Ouais, c'est ça. C'est Flutter qui fait du iOS et Android en même temps. Par contre, ouais, Flutter, il me semble que c'est beaucoup plus difficile
de customiser le rendu, quoi. De ce que j'avais entendu, le rendu a pas forcément l'air hyper natif, notamment sur iOS. Parce que, Ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien aussi avec React Native, c'est qu'on a rendu natif. Euh, alors qu'on fait du JS. C'est ce qui est très bien, quoi. ouais. Hello Adrien. On a Delph qui nous dit non, Kotlin est que over JVM. Ouais, Ouais, donc moi aussi, il me semblait. une JVM sur iOS, on la verra pas tout de suite. Ouais, non. On la verra pas du tout même, je pense. Non, non, je pense pas non plus. Oui, tout à l'heure, tu parlais de difficulté d'architecturer son code sur de l'iOS natif. Est-ce que ça tient au fait que, au final, quand tu développes une appli iOS, assez souvent, tu fais d'abord le graphique, donc que ce soit du storyboard ou du Xib, et en fin de compte, t'en viens à faire des pages que tu vas, entre guillemets, dynamiser derrière avec des classes. Est-ce que c'est cette démarche-là, en fait, qui est un peu compliquée à Mais architecturer ou... ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein d'approches différentes. Et ouais, tout ce qui est storyboard et exhib, en fait, on a tendance à l'utiliser au départ, mais on en revient vite aussi. Ouais, Euh, enfin, personnellement, je l'utilise plus ou pas, plus du tout, ouais. Euh, parce que déjà, quand tu as un conflit de merge à régler ouais, sur un storyboard, tu es content. oui. Avec les ID dans tous les sens, là. C'est juste une structure qui est horrible. Tu as la possibilité, si tu passes par d'Exhib, tu limiter un peu le problème parce que du coup, tu fais plus qu'une partie de ta vue ou une sous-partie de ton vieux contrôleur ou de ta vue dans ton Xib. Ah oui, parce que À le la storyboard, ça rigueur, peut être plusieurs pages, c'est vrai. mais le storyboard, c'est plusieurs vues contrôleurs, donc plusieurs pages. Euh, Même si c'est pas tout à fait, l'équivalence n'est pas tout à fait exact. Donc ouais, tu as plusieurs pages, ça devient vite, ça devient vite injouable, quoi. Ouais, Et si tu travailles tout seul, à la rigueur, tu peux t'en accommoder. Tu vas pas marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre. Il y a personne qui va venir faire une modification en même temps que toi. Et donc du coup, t'as pas ce problème-là. oui, Mais à partir du moment où tu bosses pas trop avec les branches. Dès que c'est tu ça. branches, à mon avis... Dès que tu branches, c'est pareil, ça devient compliqué. hmm. Donc les storyboards, c'est un truc un peu à particulier et je connais pas beaucoup de développeurs confirmés qui les utilisent encore, ou alors c'est vraiment à la marge. Ouais, Parce que des fois, ça peut te faire gagner un peu de temps, mais souvent, tu te retrouves à faire un refactor de ton code pour pouvoir les enlever. ouais. Et du coup, tu déclares toutes tes interfaces directement dans le Swift ou dans l'Objective-C? Ouais, J'ai tu toujours entendu peux. dire que c'était vraiment très compliqué et très galère. Mais en fait, tu te crées des helpers pour pouvoir le faire. Ouais, tu Tu te vois, crées des comme tes petites compos. routines que tu C'est vas appeler ça, un peu partout, quoi. exactement. En fait, tu te crées un peu des composants qui sont des éléments de base, mais qui sont configurés, et après, tu réutilises ces éléments de base dans tes pages. Tu te crées un framework spécial Mais en dédicace fait, ouais. à Nelly Gare. Ouais, mais c'est toi qui le crée, donc c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Mais oui, t'es obligé un peu. En fait, tu es obligé de pousser l'architecture de ton application au point de développer un mini framework graphique pour un truc tout con. Des fois, gérer les formulaires. Bah, tu crées tes éléments et tu crées à partir d'un tableau, il est capable de générer ta vue, les règles qui vont s'appliquer à chaque champ. Enfin, tu es obligé de faire ce genre de choses si tu veux pas être obligé de recoder tout à chaque fois. Ouais, Et, et si tu veux avoir une architecture qui se tient un petit peu, où tu peux réutiliser des choses et où tu vas pas avoir une app avec je sais pas combien de fichiers à la fin euh, parce que tu t'es mal démerdé. oui, Donc il y a ça qui rend compliqué le développement côté natif, et tu as aussi euh, les pratiques qui sont poussées par Apple aussi, qui sont pas forcément euh, saines pour la base de code de ton application. Je pense au View Controller, par exemple, qui est un sacré foutoir si dans la plupart des projets. ouais. C'est
le truc qui gère quasiment tout, et tu te retrouves avec des fichiers qui font plus de 1000 lignes, quoi. C'est pas possible. Ouais. Oui, Les j'aime fichiers beaucoup courts. les fichiers à 1000 lignes, effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. J'en fais de temps en temps, mais en général, quand Mais tu dépasses les 1000, c'est qu'il faut que tu coupes en morceaux. faut que tu t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Faut que tu Il coupes y a au des moments moins où en tu dis, deux. c'est plus possible. Ouais, Quand t'as le nez dans le guidon, ça va, t'arrives à te retrouver, à te dire, ouais, j'ai ça, là, ça, là, mais quand tu dois y revenir après, c'est juste pas possible. ouais, c'est ça, c'est clair. Oui, et du Enfin, coup, voilà. effectivement, enfin, là-dessus, React Native, avec la vue par composant, le découpage par composant, et en fait, il te force plus ou moins à découper en composants. C'est ça. C'est vrai que quelque part, le- l'archi de ton appli n'en est que mieux, quoi. Enfin, elle est forcément mieux. Hop là, ça va falloir que je te laisse. J'ai un qui sonne chez moi. Je reviens tout de suite. Vive le live. Yes. Bon, en attendant, on va regarder ta PR, parce que Cyril nous a soumis une PR. J'étais dessus tout à l'heure. Yep là. Ici. Pull request. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis comme PR, monsieur Cyril? Connect. Also accept object for map dispatch to props. This is shorter and better for readability. My opinion. Cyril Redux. Connect API documentation for map dispatch to props. Ah, allez, on va aller voir ça. Alors, map state to props. App dispatch to props. If a function is passed, it will be given dispatch as the first parameter. If an object is passed, each function inside it is assumed to be a Redux action creator. Ah, mais dis donc, je savais pas ça. J'ai toujours utilisé avec une fonction. Et effectivement, si on peut filer un objet, j'imagine qu'il a du coup filé un objet avec juste le nom des fonctions. C'est ça. Tu butes le map dispatch props, qui est une fonction, qui était une fonction. Et tu passes juste le nom des trucs. Ah ouais, pas mal ça. Ah, je connaissais pas ce tips. Ça c'est cool. Et ben, on va merger. Hein. On va merger ça. On repart sur la pull request. Hop, je suis back. Yes. Je suis en train de Dis ma merger vie ta de pull freelance request. qui travaille à la maison. Ouais. Alors moi je suis pas freelance mais je travaille à la maison, ouais, effectivement. Je suis en train de merger tes pull requests. Ah, je savais pas qu'on pouvait filer un objet à la place d'une fonction dans le Ouais, map bah dispatch oui, to props. c'est plus compact. Et puis, bah, moins t'as de code décrit, plus c'est simple à comprendre. Mais... Ouais, non, c'est cool. Donc du coup, tant qu'à faire, ouais. Hop. D'accord, bah, très bien, très bien. D'ailleurs, Redux, dans une appli React Native, est-ce qu'il y a des équivalents côté iOS natif d'un moteur d'état comme ça au niveau applicatif? Oui, tu peux t'en créer un, déjà, d'une part. Il y en a pas qui ont un peu le vent en poupe ou ce genre de Ouais, choses? si tu dois. Si t'as des trucs genre. Comment ça s'appelle? Reactive Swift, je crois, un truc comme ça. Ah oui, bon, il y a les extensions réactives, un peu comme RxJS d'ailleurs. Voilà, bah, t'as RX Swift par exemple, mais Ouais. il me semble qu'il y en a un qui est plus basé sur l'architecture un peu à la Redux ou à la Helm. Ouais, mais je me rappelle plus le nom comme ça. On peut peut-être le trouver, hein. Redux for Swift. Je suis désolé, faut que je te relaisse. Ah, c'est ReSwift. Cette fois, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que je laisse. Cette fois, c'est ma fille. Génial. Je reviens. Pas de souci. La classe. Et oui, effectivement, quand on bosse à la maison et que c'est les vacances scolaires, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, c'est souvent un peu compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir les grands-parents pas très très loin. Alors, ReSwift is a Redux-like implementation of the One-Way Data Flow dont on a déjà parlé.
Architecture in Swift, ReSwift plus state views, state changes. Ouais, ah oui, ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à Redux. Ok. C'est ça. C'est effectivement une copie complète de Redux. View, action, store, state, reducer state. Ok. Oh. Et ça a l'air plutôt utilisé, hein. Ça a l'air pas mal utilisé ce ReSwift, puisqu'il y a quand même ReSwift, ouais. plus de 5000 stars sur GitHub. Ouais, je t'avoue que j'ai jamais utilisé, moi. Bah, ça a l'air, enfin, J'entends. quand tu regardes la doc rapido, le README sur GitHub, il y a un schéma. Le schéma, comment te dire qu'il me fait fortement penser à Redux. C'est Vue qui émet des actions donc, qui vont dans un store, qui lui a un Ouais, state, qui passe à travers des reducers et qui propage un state au Vue. ouais, effectivement. Donc ça ressemble très fortement. Voilà, après, t'as tout un tas d'autres architectures d'applications. T'as Viper, il y en a plus que ce qu'il ne faut. Mais c'est vrai que Redux, c'est une des choses qui est super bien côté React Native et c'est un truc que je me passerai pas, quoi. Ouais. Et quand je fais du code natif, j'ai tendance à reproduire quelque chose qui ressemble un peu, quoi. À l'heure actuelle, quand un client, parce que donc tu es freelance, quand un Ouais. client te propose ou te demande de lui faire une appli, quelles sont les raisons que tu vas aller plus sur qui font que tu vas aller plus sur du natif ou plus sur du React Native? C'est la complexité Euh, des composants à utiliser, des composants natifs à utiliser, ce genre de choses? ouais, ouais, ce genre de choses. Après, il y a des clients qui sont contre le cross-platform par défaut, qui D'accord. te laissent pas le choix. Ce qui est assez étrange parce que souvent ils font un choix qui n'est pas basé sur quelque chose de logique. Ils n'ont Mm. pas ils ont pas les bonnes cartes en main pour pouvoir décider. Après, déjà le fait que ça soit cross-platform, donc si je dois faire les deux, j'ai tendance à préférer proposer l'approche React Native. Ouais. Que Android je connais, mais pas au point euh, comment dire, de faire quelque chose qui est dans les canons de ce qu'on attend d'un développeur Android. Oui. Je vais me débrouiller, mais je connais mal cycle de vie des, euh, des activities, de tous les écrans. Il y a un cycle de vie qui est assez complexe, qui est beaucoup plus complexe que sur iOS. Et je le connais mal, donc je vais avoir tendance à préférer React Native et puis faire un bridge au besoin. Euh, et après, ouais, il y a ça surtout, la partie. Je sais qu'il y a les maps n'étaient pas du tout. Ouais. Et si j'avais dû faire quelque chose qui était en lien avec les maps, bah, je serais directement parti en natif. Ça a coupé un petit peu. Je crois que du coup tu parlais du fait que tout au début de React Native, Ouais, le fait d'afficher une carte était vraiment pas bien du tout supporté par React Native, c'est ça? ouais, c'est ça. Je crois même que le composant map, il n'existait pas. Oui, Il est arrivé après. Euh, et ouais, je dans crois ce que... cas-là, bah, si c'est l'élément essentiel de ton application, bah, tu vas pas perdre de temps à devoir faire un bridge, tu vas directement partir en natif. Oui. Pour rappel, le bridge, donc, c'est quand on veut utiliser une fonctionnalité native côté React native, pardon, mais que la fonctionnalité n'est pas encore disponible côté JavaScript. Du coup, on va écrire ce qu'on appelle un bridge. Du coup, c'est un composant qui, euh, qui va permettre de piloter un élément natif du système, quoi. Donc Ça. typiquement, effectivement, les vues qui gèrent les cartes, les composants qui gèrent les cartes, que ce soit sur iOS ou sur Android. Il me semble que la première version de ce composant-là dans React Native, c'était Airbnb qui l'avait sorti d'ailleurs, je crois. Ouais, il me semble. Oui, il me semble que c'est eux qui ont composant-là à la communauté. Oui, Parce qu'il doit pas être, il est pas dans dans le corps de React Native, il est dans les React Native Community ou un truc dans le genre. oui. Et d'ailleurs, Airbnb,
Airbnb récemment a annoncé le fait qu'il sortait de React Native et qu'il repartait Ouais, sur du full natif. oui. Alors ça fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Ouais, il y en a Euh, qui font l'inverse aussi, hein. Il y a des deux. ouais. Et en fait, moi, ce que j'avais lu, parce que le gars qui a pris la décision finale chez Airbnb a sorti une espèce de post, je crois que c'est en 3 ou 4 posts d'ailleurs sur Medium, Ouais, pour expliquer super bien pourquoi. fait. Ouais, je l'ai lu très rapidement aussi. J'ai lu surtout des analyses de ce post-là qui disaient qu'en fait, ce qu'il en ressortait surtout, c'était le fait que ils ont intégré du React Native dans une application native à la base. Ouais, Donc en fait, leurs applications Airbnb, iOS et Android existaient, ils les ont gardées et ils ont intégré des vues React Native dedans. Et c'est ça, ouais. au fil du temps, en fait, les vues React Native ont pris de plus en plus de place parce que c'était quand même plus pratique à coder. Et en fin de compte, ils se retrouvaient avec une espèce de coquille native dans laquelle ils faisaient évoluer du React Native. Et c'est vrai que la version encore actuelle de React Native, c'est pas son point fort de bosser à l'intérieur d'une appli déjà native. Il vaut mieux effectivement faire des bridges natifs en général à l'intérieur d'une appli React Native que faire l'inverse. Donc Il y a eu ça, il y a eu pas mal de choses aussi parce que du coup ils ont participé pas mal au, au langage et ils disaient aussi que Facebook mettait du temps à merger leur correctif et tout, mais c'est normal parce que Facebook derrière a tout un tas d'applications qui tournent sur React Native et il faut qu'ils testent avant que ça ait aucun impact. ouais. Mais du coup, ça les obligeait à maintenir un rythme où ils ont une version euh, améliorée de React Native, enfin Oui, améliorée entre ils avaient guillemets. leur propre fork Voilà, il y a ça, il qu'ils y a utilisaient en des prod, quoi. ingénieurs voilà, ils ont des ingénieurs chez eux qui étaient parce qu'en gros ils avaient le choix, donc qui préféraient faire du natif. Enfin, c'est assez, enfin les posts sont assez intéressants à lire et on voit que en fait c'est pas si simple que ça la décision à prendre et que c'est pas forcément à charge contre React Native. Oui, Euh, si on veut comparer, il y a d'autres choses qui sont faites en React Native. Il y a Pinterest qui a des parties de son application qui sont faites en React Native. oui. Euh, il garde les parties un peu qui ont besoin de beaucoup de perf en natif, Oui. mais parce qu'ils font beaucoup d'animations et ça pêche un peu côté React Native, on va dire. Ouais, c'est beaucoup plus C'est compliqué. pas, c'est pas très simple parce que ça nécessite souvent beaucoup d'aller-retour entre le thread qui fait tourner le JS et le thread qui fait tourner le langage natif. Oui, d'ailleurs, quand Airbnb a dit qu'il sortait, il y a quelqu'un chez Facebook, je me souviens plus de son nom, c'est, une archi, je crois, qui bosse sur React Native, qui fait partie de la core team, et qui disait qu'en fait, React Native va être entièrement réécrit, notamment à cause du problème de l'asynchrone. C'est-à-dire Ouais, qu'à l'heure actuelle, on a React Native qui tourne dans un monde, dans un conteneur qui est un JS Core. On a l'appli native qui tourne dans un autre conteneur qui est le conteneur de l'appli à proprement parler. Et en fait, côté natif, il y a de plus en plus d'asynchrone. Et côté JavaScript, tout est asynchrone, puisque tout doit traverser le bridge dans un sens puis dans l'autre. Et ce qu'elle expliquait, c'était que en fait, il n'y avait pas de vrai mécanisme pour rendre des choses un peu synchrones, justement pour avoir un peu de perf, un peu de peps, et puis éviter d'attendre des délais de propagation à travers le bridge. Et ouais, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, en fait, ils sont en cours de réécriture de la plateforme, justement pour pouvoir permettre ce genre de choses. Et pour pouvoir un peu plus facilement faire des animes qui répondent du tac au tac. Y compris si en cours d'anime tu changes ton input, c'est-à-dire tu bouges ton doigt dans l'autre sens, etc. Pour pouvoir réagir tout de suite. Parce que à l'heure actuelle, comme c'est asynchrone, quand tu lances une anime, bah, c'est compliqué de la couper au milieu et la rediriger vers autre chose, quoi. exactement. En fait, il y a pas mal de points qui étaient remontés par Airbnb et euh, qui allaient être fixés par les futures mises à jour de React Native. Mm. Après, il y a aussi, j'ai appris aussi qu'il y avait Microsoft qui avait une partie de ses applications Word et tout qui étaient faites en React Native. Ouais. Il y a quand même du lourd derrière.
Bah, Microsoft avait sorti React XP, qui est une espèce de plateforme qui englobe React.js d'un côté et React Native de l'autre, et sur lequel tu codes en TypeScript. Grosso modo, avec une même base de code, tu peux faire de l'iOS, de l'Android et du web. Ça ressemble un peu à React Native Web, qui est un projet de Facebook, je crois, ou de la communauté. Non, je crois que c'est quelqu'un à part, ouais. Ouais, de la communauté. Et c'est notamment avec React XP, cette lib là, en fait, ils ont fait la nouvelle version de Skype. Alors c'est pas forcément un super exemple, parce que la nouvelle version de Skype c'est complètement gaufré dans tous les sens du terme. Les serveurs ont eu des problèmes, quasiment tous les gens se sont plaints de la nouvelle UI, la nouvelle user experience et tout ça. Mais en tout cas, ce fameux React XP a été employé pour faire cette version de Skype. Et les versions de Skype, effectivement, partagent 90% du code, je crois, entre les versions natives, enfin les versions mobiles et le site web, la version web. Donc peut-être que Word, Excel, etc. ont été faits un peu, pas forcément en React XP, mais au moins par la même division, la même équipe. Ouais, c'est possible. Je crois que Uber Eats aussi est entièrement React Native. Ouais, il me semble aussi, ouais. Et puis après aux US, il y a je crois qu'il y a l'équivalent de Carrefour, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des énormes magasins, je sais plus comment ça s'appelle ça. Et qui a fait toute son appli effectivement en React Native aussi. Bon, je crois que tu as un rendez-vous, donc Ouais. tu vas pas pouvoir rester avec nous tout le long. C'est ça. Et je pense que... Ouais, Walmart, merci Nico. Effectivement. Je pense que ça, on va s'arrêter là. Enfin, un Hello World un peu plus court aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Cyril de ton retour. Merci à toi. Vraiment très intéressant. Et je te dis, on va te libérer et je te dis à la prochaine. Ok, à la prochaine. Salut. Ah. Et le fail. Allô. Oui, merci. Bon, comme je disais, effectivement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a eu un bon retour d'expérience de la part de Cyril. C'était super intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est allé des deux côtés. Et effectivement, comme toujours, quand on se pose la question de est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça, il n'y a pas de réponse facile et réponse simple, ça tient toujours beaucoup au contexte et il faut toujours prendre tous les paramètres en compte avant de prendre une décision. Du coup, voilà, on va s'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!